Bonjour à toutes et à tous. Pendant un an, nous avons consacré nos émissions à l'histoire des conciles et chaque semaine, nous avons abordé un ou plusieurs conciles de l'Église pour voir quel était le contexte dans lequel ceux-ci s'étaient déroulés, quelles étaient les conséquences de ces conciles. Et à travers ces émissions, c'est toute une histoire de l'Église qui s'est dégagée, une histoire intellectuelle, culturelle, politique également, notamment parce qu'à de nombreuses reprises, nous avons évoqué les liens entre la papauté et l'Empire. Bien, cette histoire de l'Église que nous avons abordée pendant un an à travers les conciles, nous allons désormais l'aborder de manière différente en étudiant quelques thèmes, quelques dates clés, quelques personnages qui ont un rapport à l'Église, à la longue histoire du christianisme, à la longue histoire de la chrétienté. Des rapports qui peuvent être d'ordre multiple, soit politique, soit culturel, soit intellectuel. Nous allons également nous intéresser à l'histoire d'ordre religieux, à l'histoire de monuments. L'idée étant à chaque fois de mieux comprendre l'histoire du christianisme, on pourrait dire l'histoire de l'Église au sens large, parce qu'en réalité, en abordant cette histoire, ce sont des thèmes ou des points extrêmement multiples que l'on peut aborder, avec une volonté commune et partagée qui est de mieux comprendre ces 2000 ans d'histoire qui ont forgé la chrétienté, 2000 ans d'histoire dont nous sommes les héritiers directs, et que l'on ne peut pas méconnaître sans courir le risque de ne plus pouvoir se projeter dans le futur. Alors c'est vrai que c'est souvent un lieu commun de dire que l'on ne peut pas avancer, on ne peut pas bâtir le futur si on ne connaît pas son passé. C'est peut-être un lieu commun, mais c'est vrai, la connaissance du passé, des événements passés est indispensable, et on a souvent coutume de dire que l'histoire c'est la science du passé. Pour le coup, ce n'est pas tout à fait exact. L'histoire c'est une science du présent. L'historien est un homme qui s'intéresse au présent, qui est intéressé par tous les événements présents, mais qui, pour comprendre le présent, cherche à comprendre les faits passés, les faits qui ont eu lieu antérieurement, parce que c'est dans la compréhension de ces faits, dans le dégagement des grandes lignes de force qui structurent notre histoire et notre société, que l'on peut comprendre les événements que nous vivons actuellement. Et donc, chaque semaine, nous aborderons un point de l'histoire de l'Église. Parfois, nous aurons un invité connaisseur de cette histoire-là, avec lequel nous pourrons approfondir cette question. Et aujourd'hui, débutant ces émissions consacrées à l'histoire de l'Église que nous avons intitulées l'Arche de l'Histoire, eh bien, je voudrais m'intéresser à un monastère célébrissime en France et en Europe, qui est le monastère de Cluny. Cluny a été fondé en 909, en 909 ou 910, il y a un doute quant à la date réelle, enfin bon, généralement on s'en tient à 909, et ce monastère a été fondé par le duc d'Aquitaine et comte d'Auvergne Guillaume Ier. Guillaume Ier, duc d'Aquitaine, par une charte qu'il a lui-même rédigée, a légué une partie de ses terres pour que sur cette terre soit bâti un monastère, et il a également légué de l'argent pour que des moines puissent s'y installer et puissent commencer à avoir une activité monacale. Cette terre qu'il donne est située en Bourgogne, dans le Mâconnais, et donne donc le bâtiment de Cluny, puisqu'il est situé à proximité d'un lieu qui s'appelle Cluny. Peut-être avez-vous eu l'occasion de visiter les ruines de l'abbaye de Cluny, ruines en effet parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de moines, il n'y a plus de monastère. Le monastère a été vendu comme bien national pendant la Révolution française. Comme beaucoup de bâtiments historiques, il a servi de carrière de pierre et si l'on veut trouver des traces un petit peu consistantes et solides du monastère de Cluny, eh bien, il faut se rendre dans les maisons environnantes ou dans les grands bâtiments des villes alentours pour trouver des restes de Cluny. Ce que l'on a aujourd'hui, ce sont des bâtiments qui ont été restaurés au XIXe siècle et qui, pour la plupart, datent des XVIIe ou XVIIIe siècles.
mais du monastère médiéval de Cluny, il ne reste plus grand-chose, il ne reste plus pierre sur pierre, si bien que l'on oublie que Cluny a été le bâtiment ecclésial le plus grand de la chrétienté du XIe siècle jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on construise Saint-Pierre de Rome, enfin jusqu'à ce que l'on rénove Saint-Pierre de Rome, mais c'est le monument actuel de la basilique Saint-Pierre de Rome qui a dépassé en taille l'abbatiale de Cluny, ce que les historiens nomment Cluny III. On en reparlera, mais on dégage 3 temps de la construction du monastère de Cluny, Cluny 1, 2 et 3. C'était donc un des plus grands bâtiments de la chrétienté. Pour vous indiquer donc quelle taille gigantesque devait avoir ce bâtiment. Avec l'abbaye de Cluny se forme également l'ordre clunisien. Ordre clunisien qui a joué un rôle extrêmement important dans toute l'histoire de l'Europe. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans le courant de cette émission. Alors qu'est-ce qui a permis l'essor de Cluny? Qu'est-ce qui a fait que ce monastère, plus qu'un autre, plus que les nombreux autres que l'on trouve en France et en Europe, a pu avoir cette renommée? Eh bien, à cela, il y a plusieurs causes. Mais tout d'abord, une raison, on va dire, géographique. En effet, en étant situé en Bourgogne, et plus précisément dans le Mâconnais, Cluny se trouve à un carrefour extrêmement important, puisque on a au nord le royaume de France. Dans un environnement immédiat, on a le duché de Bourgogne qui sera très important et qui essaiera d'accéder au statut de royaume. Mais il est vrai que c'est plutôt au XVe siècle. Or, l'apogée de Cluny, c'est davantage entre le Xe et le XIIe siècle. Enfin, la présence de la Bourgogne a quand même été utile. Nous ne sommes pas très loin non plus de l'Empire, puisque les terres d'Empire sont situées à quelques kilomètres à l'est de Cluny, et puis nous sommes aussi en bordure de cet axe de communication majeur qui est le Rhône, qui permet d'aller de l'Europe du Sud à l'Europe du Nord. Et puis la papauté n'est pas très loin, la papauté avec Rome, certes, alors on descend le Rhône, on prend un bateau et on peut arriver à Rome, mais surtout on peut aller beaucoup plus vite qu'il allait en Avignon, et à partir du XIVe siècle, les papes seront situés en Avignon, c'est-à-dire pas très loin de Cluny, mais il est vrai que ceux qui en profiteront le plus, ce seront surtout les cisterciens, l'abbaye de Cîteaux étant créée en 1098 en réaction à un certain relâchement que certains considèrent dans les mœurs de Cluny. Premier point donc, la situation géographique de Cluny. Deuxième élément qui permet d'expliquer l'importance de l'abbaye, c'est le contexte général, contexte politique de développement de la féodalité. Nous sommes face à un pouvoir royal qui est de plus en plus appauvri, et qui est appauvri parce que le roi doit affronter des invasions de son territoire. Ça c'est donc au Xe siècle, au moment de la fondation de l'abbaye, invasion de la part des Sarrasins vers le sud, invasion de la part des Vikings vers le nord, et le roi est incapable d'y faire face, si bien que ce sont les seigneurs locaux qui arrivent à arrêter, voire à repousser l'envahisseur, et qui par conséquent vont acquérir une aura politique beaucoup plus grande. Et on voit par exemple donc que l'abbaye a été fondée par un grand seigneur, Guillaume Ier, duc d'Aquitaine, qui avait des pouvoirs politiques beaucoup plus étendus que le roi de France. Il ne lui manquait que la couronne pour être un roi, mais en termes d'aura et de puissance, il pouvait rivaliser avec les rois du royaume de France qui, à cette époque-là, sont fortement limités à leur domaine royal. Or, Cluny s'insère complètement dans l'histoire de la féodalité. Enfin, troisième élément qui permet le développement et l'essor de Cluny, et il est important, c'est le fait que l'abbaye ne dépend ni des seigneurs ni des évêques. En effet, Guillaume Ier, dans la charte de fondation de l'abbaye, stipule que le monastère est placé sous la protection des saints apôtres Pierre et Paul. Par cette formule, il veut dire que le monastère dépend directement du pape. Dépendant directement du pape, les pères abbés de Cluny n'ont de compte à rendre ni à l'évêque du lieu, ni au seigneur.
ce qui est un privilège important, ce qui leur assure une grande autonomie, et ce qui veut dire aussi que comme le pouvoir du pape est assez éloigné, puisque entre Cluny et Rome, il y a quand même pour plusieurs semaines de marche, eh bien cela laisse une très grande autonomie à l'abbé de Cluny qui est élu par les moines et qui n'a de compte à rendre qu'au pape. Or, cette indépendance politique va lui permettre d'avoir des pouvoirs assez étendus et une aura assez étendue. Très rapidement, l'abbaye attire à elle des nobles, des jeunes gens qui sont attirés par la rénovation intellectuelle et spirituelle de l'abbaye. C'est un point important qu'il faut souligner. Il est vrai que l'abbaye a été fortement critiquée à partir du XIe, XIIe siècle pour une question de relâchement des mœurs, pour une question également de certaines luxures qui auraient pu s'introduire dans l'abbaye, mais en réalité, lorsque le mouvement a été lancé en 909, il y a une volonté de restaurer la règle de Saint-Benoît, et cette restauration attire énormément les populations environnantes qui, venant à l'abbaye, lui lèguent des terres, si bien que Cluny devient un immense propriétaire terrien. Sur ces terres sont élevés du bétail, sont cultivées également différentes plantes agricoles, des céréales, des vignes, et cela fournit à Cluny une puissance financière considérable, ce qui lui permet de créer des monastères dans le reste de la France et de l'Europe et d'attirer à elle de nombreuses populations. À cela, il faut également ajouter, outre l'indépendance du pouvoir séculier, le fait que Cluny est un très grand pôle intellectuel. Ça non plus, ce n'est pas à négliger. Hélas, il ne nous reste plus aucun livre de l'abbaye de Cluny puisque la plupart ont été détruits, soit pendant les guerres de religion au XVIe siècle, soit pendant la Révolution française. Mais on sait que c'était une des plus grandes bibliothèques de la chrétienté, que également un des pères abbés de Cluny, Pierre le Vénérable, a fait traduire le Coran en latin. C'est une des premières traductions que l'on possède du Coran dans la langue latine, et ce qui permet de mieux connaître cette religion et de mieux connaître la culture des Arabes. Cluny était également un très grand centre de traduction et de diffusion des textes latins et des textes grecs. On sait qu'il y avait des manuscrits d'Aristote, des manuscrits de Tite-Live ou de Cicéron, ce qui assurait un renouveau très important de l'Église et de l'Europe, renouveau qui s'inscrit dans le cadre de la réforme grégorienne, qui a été un facteur marquant pour l'histoire de l'Europe et de la chrétienté. Donc vous voyez, Cluny, ce n'est pas simplement un bâtiment, le plus grand d'Europe, ce n'est pas simplement une puissance spirituelle ou politique, c'est également une puissance intellectuelle et un rayonnement qui va bien au-delà de la Bourgogne et du Mâconnais. Nous évoquons l'abbaye de Cluny, située dans le Mâconnais, abbaye ô combien importante puisque l'ordre des Clunisiens est un des ordres les plus importants au Moyen-Âge. C'était l'ordre des moines noirs. Ils portaient en effet une bure de couleur noire qui leur permettait d'être reconnaissables, le noir étant la couleur symbole de l'humidité, faisant référence à la cendre, ce sac de cendre sur lequel on peut s'asseoir en symbole d'humidité lorsque l'on veut se faire pardonner quelque chose. Alors, évoquons maintenant la construction de l'abbaye. On a dit en première partie d'émission qu'elle s'échelonnait sur 3 époques. Alors, les historiens, généralement, la divisent en 3. Il y a en effet ce qu'on appelle Cluny I. Cluny I qui a été construit dès l'année 910, au moment de la charte de Guillaume Ier, et qui a été terminé sous Odon de Cluny, 2e abbé de Cluny, et dont la basilique a été dédicacée en 927. Il a donc fallu 17 ans pour faire à la fois la basilique et puis les bâtiments dans lesquels les moines, ont vécu. Il y a ensuite Cluny II. Cluny II a débuté sous l'abbatiat de Mayol de Cluny. Mayol de Cluny qui est le 4e abbé de Cluny entre 954 et 994. Et la construction de Cluny II débute en 963.
Le premier bâtiment, notamment l'abbatiale, est trop petit, les moines sont trop à l'étroit, ce qui veut dire que l'abbaye a beaucoup progressé en termes de recrutement et de vocation, et il faut donc construire une église beaucoup plus grande. Cette église a un chevet composé de plusieurs absidioles, avec une nef qui est également plus volumineuse, dans laquelle le chant a cappella peut se développer, et Cluny II va donc prendre plusieurs années avant d'être édifié. Mais très rapidement, eh bien, on se rend compte que Cluny II est également trop petite, ce qui veut dire là aussi que l'abbaye continue à attirer des vocations, et c'est donc l'abbé Hugues de Semur qui, en 1080, débute la construction de Cluny III. Nous sommes donc 170 ans après la fondation de l'abbaye de Cluny. Alors 170 ans, c'est beaucoup, évidemment, hein, c'est un nombre très important, un nombre d'années très important, mais en même temps, ça passe assez vite, hein, et ça veut dire aussi que l'abbaye a connu une progression importante assez rapidement. Et c'est Cluny III qui va devenir le bâtiment le plus important de la chrétienté. Alors cette construction est toute une aventure, puisqu'elle débute en 1088, que le pape Urbain II, celui-là même qui a prêché la croisade et qui est lui-même un moine issu de Cluny, a béni les pierres d'autel et a béni également la première pierre en 1095, l'année même où il prêche la croisade à Clermont, Clermont et Cluny n'étant pas très éloignés l'une de l'autre. Et cette construction de Cluny III a épuisé les finances du monastère, qui doit prélever de plus en plus d'impôts sur les terres qu'il possède, ce qui a commencé à susciter quelques revendications et révoltes fiscales de la part des populations qui étaient taxées. Et la construction a pris beaucoup de temps, et c'est là également que commencent les critiques vis-à-vis de l'abbaye, puisqu'on considère que les moines ne font que construire, ne sont attachés que par la grandeur de leur ordre religieux, et beaucoup moins par la prière et par l'adoration mystique. Et donc des premières attaques vont naître, si bien qu'un ancien moine de Cluny, Robert de Solesmes, quitte l'abbaye et fonde l'abbaye de Cîteaux. Cîteaux est fondée un peu plus au nord, toujours dans la Bourgogne, dans cette région des Citelles, les roseaux. Bon, nous consacrerons une émission à l'abbaye de Cîteaux parce que c'est tellement important et majestueux qu'il faut bien au moins une émission. Abbaye de Cîteaux, dont est issu le fameux Bernard de Clairvaux, et très vite, il va y avoir une opposition entre les moines de Cluny et les moines de Cîteaux, les moines noirs, ceux de Cluny, et les moines blancs, ceux de Cîteaux. Cluny doit également affronter la concurrence d'autres ordres religieux qui naissent à cette époque-là, comme les Prémontrés, comme les Chartreux, et cette concurrence fait que la situation de quasi-monopole spirituel que pouvait avoir l'abbaye disparaît, et Cluny commence un petit peu à rétrograder, à perdre son apogée et à connaître un petit déclin qui va s'accentuer. À l'époque des guerres de religion, au XVIe siècle, l'abbaye n'est plus grand-chose. Au XVIIIe siècle, il n'y a qu'une soixantaine de moines qui y habitent. Vous imaginez 60 moines dans un monument aussi vaste que pouvait l'être l'abbaye de Cluny III, si bien que lorsque l'abbaye est vendue comme bien national, il n'y a pas beaucoup de personnes pour s'y opposer, même si c'est une perte architecturale et historique majeure. Mais il est vrai qu'à trop se focaliser sur son déclin et sur sa vente, on oublie à quel point l'ordre a été puissant, et on lui doit malgré tout l'ordre de Cîteaux, même si c'est par opposition. Alors voyons maintenant quelques abbés importants de l'abbaye de Cluny. Alors le deuxième, eh bien c'est Odillon de Cluny, l'abbé Odillon de Cluny qui a dirigé l'abbaye pendant 55 ans, qui est un homme de très grande importance, qui grande spiritualité également, qui a relevé l'abbaye, qui l'a lancée, qui a mis au point les constructions importantes que l'on connaît, et notamment l'abbé Odillon de Cluny a participé à un mouvement important qui est celui de la trêve de Dieu et de la paix de Dieu. Alors je ne peux pas trop développer, mais nous consacrerons une émission à ce mouvement. En quelques mots, de quoi s'agit-il ? C'est une volonté menée par l'Église de mettre un terme aux guerres féodales.
La trêve de Dieu, c'est considérer qu'il faut imposer une trêve des armes certains jours de la semaine, essentiellement le vendredi, le samedi et le dimanche. Et la paix de Dieu, qui est un mouvement qui débute un peu plus tard, c'est considérer que certaines catégories sociales doivent être épargnées par la guerre, à savoir les femmes, les enfants, les religieux. On veut donc contourner la guerre à la fois aux hommes d'armes et en même temps à des jours très précis dans la semaine. Il y a donc une volonté de pacification de l'Occident. Et cette paix de Dieu a été menée par les abbés de Cluny, et notamment par Odon de Cluny. Or, cela n'est pas sans susciter quelques jalousies de la part des évêques. En effet, comme nous l'avons dit en début d'émission, l'abbaye de Cluny est indépendante des évêques. Donc, les abbés peuvent mener la politique qu'ils souhaitent sans en avoir à référer aux évêques, et nombreux sont les évêques du nord de la France, notamment un très fameux d'entre eux, Adalbéron de Laon, qui est donc évêque de Laon en Picardie, et qui est un des très proches de la cour du Capet et de Robert le Pieux. Adalbéron de Laon attaque vigoureusement l'abbaye de Cluny, entre autres à cause de cette indépendance, ce qui n'empêche pas les abbés de Cluny de défendre l'indépendance et de promouvoir ce mouvement de pacification qu'est la trêve de Dieu. Autre père abbé de haute importance, Hugues de Cluny, qui est devenu abbé en 1049, il portait autrefois le nom d'Hugues de Semur, et Hugues de Cluny, notamment, va incorporer des abbayes dans le système clunysien. Parmi elles, on trouve l'abbaye de Moissac, abbaye très importante, aux bâtiments magnifiques. On trouve également l'abbaye de Figeac, dans le Quercy, et on trouve une abbaye parisienne, aujourd'hui disparue, qui est Saint-Martin-des-Champs. C'est également sous l'abbatiat d'Hugues de Cluny que l'ordre s'étend à toute l'Europe, puisqu'on trouve des dépendances en Espagne, en Italie et en Angleterre, et les historiens estiment à environ 10 000 le nombre de moines qui dépendent de l'abbaye de Cluny, 10 000, ce qui est un chiffre considérable. Et c'est également à Hugues de Cluny que l'on doit une défense du pape dans la querelle des investitures. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait évoqué la querelle des investitures lors de dans un chapitre, dans une émission consacrée à la querelle du pape et de l'empereur. C'est la volonté qu'a qu'a l'empereur de nommer lui-même les évêques. Le pape s'y oppose, il veut émettre un avis sur la nomination des évêques, et Hugues de Cluny prend parti pour le pape et va contribuer à la publication de nombreux livres, de nombreuses libelles, afin de défendre le pape contre les prétentions de l'empereur. Après Odon de Cluny et Hugues de Cluny, il y a un autre père abbé qui est extrêmement important, qui est Pierre le Vénérable. Nous l'avons déjà évoqué. Pierre le Vénérable devient abbé en 1122. Et à cette époque-là, Cluny est dans un développement très important. Vous voyez, il y a 6 tours en même temps, donc finalement les deux abbayes rivales et en même temps sœurs arrivent à se développer en parallèle. C'est Pierre le Vénérable qui donc a contribué à ce que soit traduit un exemplaire du Coran. C'est la première traduction que nous ayons en langue latine. Et Pierre le Vénérable va aussi entretenir des relations assez soutenues avec l'Angleterre, facilitées par le fait que de nombreux rois anglais sont des Français, issus des Plantagenets, des familles françaises, ce qui permet donc d'avoir des liens de féodalité importants. En effet, ces abbés s'inscrivent tous dans des logiques familiales, et ils ont des cousins, des frères, des neveux qui sont soit ducs, princes, rois, donc il y a là une communauté nobiliaire, une communauté féodale qui permet de favoriser les échanges et les dialogues entre les personnes. L'abbaye de Cluny va donc jouer un rôle très important dans l'essor du féodalisme, ce qui contribue aussi à affaiblir un petit peu le pouvoir royal, et puis Cluny et toujours à la suite du pape pour lutter contre les abus que la papauté peut connaître. Elle lutte notamment contre le nicolaïsme, qui consiste à vendre des charges de l'Église, contre également ce qu'on appelle la simonie, qui consiste là à vendre des sacrements. Par exemple, on paye
pour obtenir le sacrement de l'ordination de prêtre, et puis sachant que ce sacrement permet ensuite d'avoir une pension parce qu'on est rattaché à une terre. Bon, donc nicolaïsme et simonie ont été fortement attaqués par l'Église, et le monastère de Cluny a contribué à lutter contre ça pour les éradiquer. Alors vous voyez, l'histoire de Cluny est importante, elle est très grande, et aujourd'hui, lorsque l'on voit les ruines du monastère, eh bien, on a du mal à s'imaginer à quel point ce monastère a été important, à quel point il a été un des phares intellectuels de la chrétienté. Mais même si les pierres ont disparu, ou si plus exactement il n'en reste que quelques-unes, eh bien il demeure un esprit, il demeure une histoire, il demeure une très longue et glorieuse histoire de l'abbaye de Cluny qui a contribué à faire la chrétienté, à faire progresser le christianisme et à développer à la fois un art, une architecture, un mouvement intellectuel, un mouvement théologique. Et de tout cela, eh bien, les héritiers sont fort nombreux. Merci pour votre attention, à la semaine prochaine.